Bonjour, je m'appelle Laurie et je suis médiatrice scientifique au Muséum de Bordeaux. Je suis présente dans les différentes expositions pour répondre aux questions des visiteurs et pour les sensibiliser sur les collections. Aujourd'hui, je vous invite à participer à un atelier autour du yoga des animaux, avec votre ou vos enfants. Une occasion de partager un bon moment en famille. Cette séance est dédiée aux animaux du littoral. Dans un premier temps, je vais vous présenter quelques spécimens présents dans l'exposition semi-permanente du littoral aquitain. Et, dans un deuxième temps, avec l'aide de Fanny Durand, vous pourrez essayer les postures de yoga associées à ces animaux. Le premier spécimen que je vous propose de découvrir est très présent sur nos côtes. Il s'agit du crabe vert. Il porte également le nom de crabe enragé. Il vit dans les milieux sableux, rocheux, vaseux et même dans les estuaires. Il fait partie de la famille des crustacés et il peut mesurer jusqu'à 9 cm de long, bien qu'il soit généralement plus petit. Il possède 5 paires de pattes, dont la première porte des pinces, et une carapace articulée pour se protéger contre ses prédateurs. Cette carapace correspond à son squelette, et c'est ce qu'on appelle un squelette externe ou un exosquelette. Sa couleur varie du vert à l'orange en fonction de l'âge de l'individu. Quand il marche, il se déplace sur le côté. Mais pourquoi donc ? Eh bien parce qu'il a une carapace allongée qui lui assure une bonne protection, mais cette armure limite ses mouvements car ses articulations sont moins flexibles. Ses pattes, situées de part et d'autre de son corps, se plient seulement sur le côté, comme ceci. C'est un peu comme nous avec notre genou. Nous pouvons le plier vers l'avant, mais pas vers l'arrière. C'est pour cette raison que le crabe vert se déplace soit vers la gauche, soit vers la droite. Poursuivons avec un second spécimen qu'il est possible d'observer sur notre littoral, généralement à proximité d'une zone humide comme un étang ou un marais. Il s'agit de la grande aigrette, un oiseau au plumage blanc qui fait partie de la famille des hérons, ou des ardéidés pour être plus précis. Il s'agit d'un des plus grands hérons de France et d'Europe, pouvant atteindre 1 mètre de haut. La grande aigrette possède un long cou, un long bec et de longues pattes. Et grâce à ses longues pattes ressemblant à des échasses, elle peut marcher dans les eaux peu profondes, ce qui est plutôt pratique pour éviter de se mouiller les plumes. Elle avance doucement, une patte après l'autre, à la recherche d'un poisson, d'un amphibien, d'un crustacé. Et quand elle a repéré sa proie, elle la saisit à l'aide de son bec en forme de poignard. Durant la saison des amours, de longues plumes ornementales, appelées aigrettes, apparaissent sur son dos et sur sa poitrine. Ces plumes sont des atouts de séduction. Au XIXe et au XXe siècle, la grande aigrette était justement chassée pour ses belles plumes, car elles étaient utilisées pour orner des chapeaux, si bien que cette espèce a failli disparaître. Mais heureusement, elle est aujourd'hui protégée et elle n'est pas menacée. Le littoral aquitain est essentiellement composé d'une côte sableuse bordée par la forêt. C'est dans ce milieu forestier qu'il est possible de rencontrer le renard roux. Ce mammifère appartient à la famille des canidés. C'est le plus commun des renards et il ne vit pas uniquement dans les forêts. Il peuple également les champs, les marais, les prairies et même les villes. Pour se nourrir, le renard roux chasse des mulots, des campagnols, des lapins, des oiseaux ou encore des amphibiens. Il utilise d'ailleurs une technique de chasse un peu particulière appelée le mulottage. Quand il a repéré sa proie grâce à son ouïe, le renard fait un bond à la verticale et retombe avec ses pattes avant sur sa proie. Il utilise cette technique essentiellement dans les zones herbeuses ou lorsque le sol est enneigé. Il peut se nourrir également de fruits, de champignons, de charognes, d'œufs. Il est omnivore
et il adapte son alimentation en fonction de son environnement et des saisons. Pour notre dernier spécimen, je vous propose de découvrir la sole commune, un poisson osseux qui habite dans les fonds sableux. L'avantage de vivre au ras du sol, c'est qu'elle peut se cacher dans le sable si elle se sent menacée. Elle peut également devenir de la même couleur que le sable pour mieux se camoufler, ce qui est pratique pour échapper à un prédateur ou pour s'approcher discrètement d'une proie. Ce poisson a un physique un peu particulier. Il est tout plat, il nage sur un seul flanc et ses yeux sont placés sur le même côté, ce qui lui permet de voir même quand il est posé sur le sable. Pourtant, à la naissance, la larve de la sole ressemble à un poisson classique, avec un œil de chaque côté. Ce n'est qu'en grandissant que son corps s'aplatit et que l'œil qui se trouve sur le flanc inférieur va migrer vers le flanc supérieur. J'espère que ces anecdotes vous auront plu. Je vous invite à suivre les postures de yoga pour chaque spécimen en cliquant sur la vidéo proposée par Fanny Durand. Bonne séance et à bientôt au muséum!